donc tu as eu quelqu'un sur qui tu as essayé ça et ça a marché? Disons qu'on n'essaye pas les choses comme ça du jour au lendemain. D'accord, Ce qui ça a se pris passe, du c'est qu'on temps. passe de territoires qui sont faiblement infectés Mhm, à territoires qui sont plus infectés. Ça d'accord, veut dire qu'au début, il était classique de juste faire une extraction ok. et d'attendre que la maladie. Oui, ça je l'avais compris. Mais non, toi, tu as Donc, décidé de ne pas faire l'extraction. à un moment, j'avais commencé à extraire et au lieu d'attendre peut-être une semaine ou deux, j'attendais moins. Et de D'accord. moins en moins. Et un jour, il y a un cas où je me suis dit, j'ai l'impression que quand j'ai cureté tout cet abcès qui est négatif, ce tissu de granulation, toutes ces choses qui sont vraiment dans la voie de la guérison, Mhm. j'avais quelque chose qui me disait, on devrait être capable de grafter tout de suite. Donc j'ai commencé à grafter de plus en plus tôt, Ah, sur des cas de plus en plus compliqués, ou des cas de plus en plus sales, ok. et avoir des résultats qui étaient très très positifs. Quand Quand j'ai tu passé ce dis, cap, quand tu dis grafter, grafter, ça veut dire que j'utilisais des matériaux Mhm. d'origine humaine, pour la plupart du temps, qui étaient en fin de compte, qui, faisaient qui venaient de banques d'os, Ah, d'accord. qui Que étaient en fin tu de mets compte là-dessus. tout à fait légitimes et tout à fait officiels, Mhm. surtout aux États-Unis où euh, les banques osseuses, en fin de compte, euh, sont régulées Mhm. et ont des protocoles qui sont très clairs. Moi-même, j'avais pendant des années créé du matériel de grafting pour les expérimentations, donc j'avais très bien compris et apprécié tout ce que ça prenait Mhm. pour fabriquer un os qui était graftable. Donc j'avais une confiance dans le mécanisme, j'avais visité le laboratoire avec qui Ok. j'allais travailler. Et tu l'as essayé sur quelqu'un. Et donc on a commencé à l'essayer, à grafter, Et, directement au lieu d'attendre. et ça a marché? Et ça a marché. Et donc quand on a vu qu'on a pu prendre un petit bite à la maladie, on s'est dit on va prendre un bite encore plus gros à la maladie. Et on allait, euh, en fin de compte, de plus en plus compliqué. On prenait des challenges de plus en plus gros. Ok. Et ça, c'était jusqu'au jour où, à un moment, quand on avait vraiment contrôlé les mécanismes vraiment de régénération, de refabriquer de l'os, dans des sites qui étaient d'origine malade, c'est là où je me suis dit, c'est intéressant, on a repoussé tout cet os, et maintenant on va mettre après un implant. Mais un implant, ça veut dire qu'il faut faire un trou dans l'os qu'on vient de fabriquer. Je me suis dit, quel gâchis. On a Mhm. passé tellement de temps à réparer cet os, Mhm. et maintenant on va faire un gros trou dedans. Est-ce que par hasard, on pourrait se permettre de demander moins à l'organisme et on pourrait juste mettre l'implant beaucoup plus tôt dans la séquence, même dans un vide plus ou moins important, et de grafter l'os autour. Alors Ah, ça n'avait jamais été fait à ma connaissance, parce que l'origine de l'implantologie, mhm. c'était vraiment mettre une vis de titane, D'implanter quelque chose? ouais, une vis de titane dans un os existant. D'accord. Mais le mettre dans une sorte de vide, ça n'avait été jamais tenté parce qu'on pensait uniquement à l'époque que l'os pouvait pousser sur le titane que quand il était à quelques centaines ou moins de microns. Ah, d'accord. Et moi, parce que j'avais fait pousser de l'os, d'abord j'avais fait pousser beaucoup d'os même sur les humains, mais j'avais fait dès mes origines de recherche sur l'os, je me suis dit l'os a un potentiel qui est beaucoup plus important que ce qu'on lui donne. Et il peut pousser même s'il n'est pas Et en donc, contact. moi je m'étais dit que même si c'était à des distances de 3, 4, 5 mm, Mhm. on devrait être capable de faire pousser l'os. Et donc c'est pareil, j'ai commencé à petits pas en faisant 1 mm et puis 2 mm et puis plus. Et éventuellement à un moment j'ai eu une autre grande rencontre dans ma vie professionnelle. J'ai rencontré quelqu'un qui avait inventé ce qu'on appelle le PRP, Platelet Rich Plasma. Mhm. Alors ça c'est une recherche qui est intéressante, qui venait je crois de Floride, par un docteur qui s'appelait docteur Mark je crois. Et il avait pensé que lui il travaillait sur le cancer, donc des gens qui perdaient des mandibules entières, c'était Ah, des territoires très très difficiles à travailler. Et il avait pensé qu'on pouvait améliorer, encourager, booster la production osseuse et aussi la production des cellules des tissus mous pour mhm. encourager une vraie régénération accélérée. Et son idée, sa découverte, c'était que dans le sang que tout le Mhm. monde a, il y a des plaquettes que tout le monde connaît. Dans ces plaquettes, il y a des facteurs de croissance que aussi tout le monde connaît. Mais je crois qu'il a été le premier à se dire que si on prend le sang du patient et si on le centrifuge, on va concentrer ces plaquettes de telle sorte que si on réinjecte ces plaquettes dans les sites,
on donne un boost extraordinaire et totalement naturel pour la greffe osseuse. Ah, d'accord. Et donc, j'ai commencé à recombiner toutes ces connaissances et à appliquer cette technologie Et, dans ce que je faisais dans et c'est bien, l'endo-implantologie. c'est bon? C'est absolument fulgurant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est fulgurant de voir. Enfin, j'étais capable de repousser 2, 3, 4 millimètres carrés de tissu qui, à Oh, ma connaissance, n'avait jamais été fait avant, ou peut-être que je ne l'ai pas trouvé dans la littérature. Mais pour ma propre expérience, pour ma propre évolution, c'était une révolution absolument merveilleuse. ah oui. Bon, j'avais fait aussi pas mal de tissue culture, donc Mhm. j'avais fait pousser des tissus en laboratoire. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que j'avais vues en laboratoire. Je l'avais vu sur les pétridis, je l'avais vu en recherche. Mais il y a vraiment un pas assez important entre la recherche, où les conditions sont complètement contrôlées, Mhm. et l'humain, où les paramètres sont tous différents et on ne contrôle pas aussi bien les conditions. D'accord. Bah, je crois que tu as très bien expliqué, bien que je ne sois pas dentiste, j'ai quand même un peu capté quelque chose. Enfin, j'ai capté un petit peu Ouais. que tu as pu combiner plusieurs découvertes en optimisant le résultat. Euh, la plupart des gens, je me disais, euh, quand faut-il aller voir un orthodontiste? Tout le monde va voir un dentiste, disons, une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Ou bien, plutôt 2 fois Deux par fois par an. an, 2 fois par an. aux États-Unis en tout cas. 2 fois par an. À quel âge est-ce que quelqu'un devrait se dire je suis à l'âge d'aller voir un odontiste comme toi? À quel âge? C'est pas une question d'âge en fin de compte, parce que mes patients, ils sont aussi jeunes que 4, 5 ans Ah et bon? ils sont aussi vieux que 89 ans. Mais, Donc c'est mais en pas une... général, c'est quand on est vieux qu'on perd un peu l'os, non? Non, enfin, l'endodontie en elle-même, c'est-à-dire la science des traitements canalaires, Ouais. chez les enfants, c'est surtout quand il y a des traumas. Ah, Ça veut dire les baseball et baits, tous les accidents. donc il faut les traiter. Donc, c'est des choses que l'on fait quand la dent a été fracturée. Donc là, c'est bien de voir un endodontiste ou un généraliste qui sait faire une bonne endo. Euh, Jusqu'à 35, 40 ans, c'est plutôt les caries qui créent des problèmes. Et après 40 ans, c'est plutôt des maladies parodontales. Et dans quel cas, l'endodontiste a peut-être un effet secondaire. Ce qui se passe, c'est que le plus longtemps on va garder nos dents, et le plus on a de récession gingivale, et le plus on a de curetage, le plus le nerf a une possibilité de devenir faible et d'éventuellement mourir. Et quand D'accord. le nerf meurt, et il peut mourir à petit feu, c'est là où l'intérieur de la dent qui contenait ce tissu vivant auparavant se transforme en un tissu toxique qui éventuellement fuit dans l'os et crée des D'accord. abcès. D'accord. Mais il n'y a pas vraiment d'âge. Et D'accord. Mais ma question, c'est que est-ce qu'il faut d'abord alors aller voir un dentiste regular, oui, ils sont DDS, généralistes. et puis lui, il va dire va voir un odontiste. Exactement. Ah, d'accord. Donc, mais est-ce que tu as des fois quelqu'un qui dit je vais aller voir l'endodontiste parce que je pense que non, Oui, non, j'ai beaucoup de ça, uniquement parce que j'ai toujours voulu expliquer à mes patients qu'il faut d'aller voir l'idée du diagnostic. Ça veut dire qu'il y a des choses très très simples à reconnaître. Si tu manges une glace Mhm. Et ça et que le froid. froid ça fait mal et ça continue, ça continue, ça continue, j'ai toujours expliqué à mes patients, ça c'est un signe avant-coureur de problème, mais c'est pas encore trop grave. Par contre, si un jour tu bois du café Et c'est chaud. et que la douleur continue, c'est vraiment ça c'est l'urgence. Ça veut dire qu'il faut vraiment absolument aller voir son Intervenir. dentiste, ou si tu as une relation personnelle avec ton endodontiste, tu sais que c'est lui qu'il faudra aller voir. J'ai beaucoup de patients avec qui j'ai fait de l'endo Ouais, il y a même 10, 15 ans ouais, qui se souviennent de l'enseignement du diagnostic simple ouais. et qui disent Docteur Stromza, je crois que j'ai besoin d'un traitement canalaire. Et la plupart du temps, ils ont raison. Ah d'accord. Donc tu leur dis bon ben voilà maintenant c'est fait, il faut retourner si vous avez un symptôme de ce genre. C'est des symptômes qui sont très très simples à capturer, et si on ne les capture pas à temps, on peut souffrir d'abcès assez importants. En fait, moi je n'ai jamais vu un endodontiste. Mhm. J'allais toujours voir un dentiste. Ça, c'est tout à fait normal. Mais à mon âge, finalement, je suis allée voir un ododontiste parce que c'est un cas très très particulier. Bon, il est évident que plus le cas est complexe, Ouais. plus il est difficile pour Un dentiste un normal. dentiste qui ne fait pas que ça toute la journée Ouais. de